Bienvenue dans Hors Bilan, le podcast des professionnels du patrimoine et de la fiscalité. En 2026, un Français sur 10 dispose de cryptoactifs, mais une grande partie des CGP ne maîtrise pas parfaitement la fiscalité. Résultat, des clients mal conseillés, des opportunités loupées et parfois des redressements douloureux. Aujourd'hui, on démystifie la fiscalité des cryptoactifs avec un CGP qui en a fait sa spécialité. J'ai le plaisir d'accueillir Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour Louis-Alexandre. Bonjour Guillaume. Enchanté, je suis très content que tu sois là aujourd'hui pour parler de fiscalité des cryptoactifs. Est-ce qu'avant de commencer, tu pourrais m'expliquer comment tu en es venu à te spécialiser dans les cryptoactifs? Alors ce matin, je suis arrivé avec 1 heure de retard, mais pour les cryptos, ça remonte à beaucoup plus longtemps. Donc je me suis intéressé à Bitcoin, notamment à partir de 2013-2014. Je dis souvent que c'est Bitcoin qui est entré un peu par effraction dans ma vie avec Silk Road. Non pas que j'étais utilisateur de cette plateforme qui vendait de tout, de la drogue, des armes, des contrats, ainsi de suite, mais parce que la réflexion, c'était si des criminels s'en servent, ça veut dire que c'est un actif qui est assez solide. J'ai vu aussi que certains lanceurs d'alerte n'avaient trouvé que cette monnaie ou ce moyen pour survivre. C'est un actif qui était assez étonnant dans sa résilience. Plus particulièrement, en 2015, je lance un événement qui s'appelle Bordeaux FinTech. Passionné d'innovation financière, je pense que les CGP, le milieu de la finance, a intérêt à regarder ce qui se passe au niveau FinTech. Donc, toute l'innovation financière et technologique qui sont en train de se rejoindre avec des nouveaux arrivants. Alors, on a vu le crowdfunding en equity et puis en dette, mais on a vu aussi les nouvelles sociétés qui permettaient d'aller faire du crédit directement aux particuliers. On a pu voir des sociétés qui proposaient du change. On a pu voir des gens qui sont devenus Saxo Bank ou d'autres, ou IBAN First ou d'autres. Et dans cette innovation, j'avais identifié Bitcoin. Donc en 2015, on fait intervenir quelqu'un sur Bitcoin, et puis cette manifestation durera jusqu'en 2019. Et pour la dernière édition, nous avions une masterclass dans laquelle il y avait un des leaders français de la vente de cryptoactifs ou du conseil cryptoactif, il y avait l'AMF et puis il y avait le cabinet d'avocats en vogue, tout ceci dans une masterclass. Entre-temps, j'étais passé de observateur à acteur et j'avais commencé à acquérir mes premières fractions de Bitcoin. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans cet univers-là. Mais euh, mes clients partagent de toute façon mes convictions. En tout cas, je propose mes convictions à mes clients. C'est comme ça que j'ai monté ma société. Et je en aurais parlé dans le blog D'accord. depuis 2015. Et puis dans les lettres du patrimoine, tous les clients reçoivent une lettre du patrimoine, on est aux environs des numéros 76 ou 77, ils reçoivent une lettre dans laquelle j'en parlais aussi. Et donc en 2020, ce sont des clients qui m'ont demandé comment on fait. Donc là, je suis allé chercher des partenaires extérieurs, comme un CGP fait. Un CGP Tout va à fait. chercher un assureur. Donc là, j'ai voulu chercher des prestataires. Et le service rendu n'a pas été à la hauteur de nos exigences. D'accord. On s'est dit, il faut faire différemment. Et comme nous faisons majoritairement du conseil, eh bien, on est capable de conseiller les gens à acquérir des cryptoactifs sans être rémunérés par la plateforme. Et donc, on va essayer de monter un service là-dessus. Donc, un service qui a été balbutiant en 2021 et qui, peu à peu, a gagné en qualité pour arriver à un équilibre assez définitif fin 2023. Et c'est ce service que l'on propose à nos clients et que l'on enrichit au fur et à mesure. Très intéressant. Donc depuis 10 ans, au Oui, final, tu baignes dans oui, cet écosystème. oui. Donc tu as maîtrisé et tu as vu les évolutions qui sont passées. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois une différence entre le profil type d'un déteneur de crypto? Est-ce qu'on est passé du geek de 25 ans Mhm. à quelqu'un de peut-être plus établi? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce un Français sur 10 que je citais, Mhm. le profil investisseur a changé? Alors, déjà, tu vois, en 10 ans, Bitcoin n'a pas changé, mais moi j'ai changé. Tu vois, c'est mon rapport à Bitcoin qui a changé. Et Intéressant. souvent, quand les gens disent ouais, mais en fait, Bitcoin change. Non, non, non. En fait, Bitcoin, les cryptos, tout ça, ça change pas. Ça suit une route. Et les gens ont le regard qui peut changer par rapport à ça. Mais Bitcoin, lui, ne change pas. Il est immuable. On parle de l'ossification de Bitcoin, mais c'est une très, très bonne caractéristique. On n'a pas envie que l'or change, hein, quelque part. Et bien là, c'est pareil. C'est le regard des gens qui a changé. Alors,
Jusque mi-2024, nous avons poussé notre service auprès de nos clients. En 2021, 2020, surtout 2022, on commence à être visible dans des médias. Et donc, on commence à avoir des clients en dehors de notre clientèle classique qui vient, mais c'est vraiment marginal. D'accord. C'est vraiment marginal. On voit un changement majeur mi-2024 où la majeure partie des clients sont des clients qui viennent de l'extérieur pour faire de la crypto avec nous. Pourquoi? Parce que ce sont des gens souvent qui ont géré d'un côté la crypto et de l'autre côté leur patrimoine. Et comme ils n'ont pas forcément trouvé un spécialiste du patrimoine pouvant gérer les deux faces de leur patrimoine, la crypto et le classique, souvent c'est resté géré de manière différente. Et nous, comme on leur montre qu'on sait faire de la gestion patrimoniale de Bitcoin et des cryptos, ce sont ces gens-là qui viennent vers nous. Et alors, tant dans nos clients que dans ces gens qui viennent vers nous, on n'a pas de geek de 25 ans. Parce qu'habituellement, il se sent immortel, il se sent sûr de son conseil, donc c'est pas lui qui vient vers nous. On a très peu de jeunes, parce qu'en plus pour lui, le CGP, c'est vraiment un truc de papy, quoi. C'est vraiment le service à la papa. Il va peut-être voir des vidéos Finery, mais le gestion de patrimoine, pour le gars qui a fait fortune dans les cryptos à 25 ou 30 ans, c'est pas du tout son réflexe. Ce qui veut dire qu'il va se concentrer, récupérer son conseil lui-même, Oui. faire les choses par lui-même en regardant Voilà. différentes vidéos et en Toutes se ces conneries renseignant. lui-même. Il va faire tout seul et après, quand il aura un problème, il vient. Voilà. Et il vient va voir voir un à la limite spécialiste. un expert comptable ou un avocat quand Oui, il a des besoin, experts, ouais, tout à fait. mais pas du tout un CGP. Voilà. Ok. Et donc, il aura manqué souvent d'une vision holistique, une vision d'ensemble là-dessus. Alors que, du coup, les gens qui sont venus vers nous sont des gens, on va dire, qui sont entre 35 ans, parce qu'on en a quand même, voilà, entre 35 ans et un peu plus de 70 ans sur le sujet. Et comme la jeunesse est un état d'esprit, on a des gens qui ont entre 60 et 72, 73 ans, qui sont très très jeunes sur le sujet. Et puis on a des gens qui sont assez réfractaires, mais qui ont été, dont les enfants parfois ont eu des cryptos, tu vois. Donc on a des gens qui viennent voir parce que c'est pas eux qui les ont, mais c'est parce qu'ils se sont retrouvés dans le fait accompli avec leurs enfants. Et tout ça, on va gérer. Mais si tu veux savoir, le premier profil des gens qui ont acquis de la crypto, c'est pas du tout des jeunes. En fait, les plus beaux portefeuilles que je vois sont des gens qui ont entre 40 et 60 ans. Enfin, on va dire entre 45 et 70 ans. D'achat à l'époque. Ce sont des gens qui sont arrivés sur Bitcoin entre 2009 et 2013 et qui étaient déjà matures à l'époque. C'est souvent des gens qui viennent du milieu de la cryptographie, de l'informatique, choses comme ça. Ce sont des gens qui avaient entre 30 et 40 ans à l'époque. Donc, si tu veux, c'est il y a 15 ans. Donc, c'est des gens qui ont entre 45 et 60 ans aujourd'hui, voire plus. Et il y en a qui sont connus, hein, donc je ne délivre rien de secret. Et la vague de nouveaux adoptants, c'est plutôt post-Covid. Tu vois, 2020, tout le monde s'emmerde. À partir de mars 2020, on est toi et moi, chez nous. Bon, moi, j'avais de quoi m'occuper largement, avec tous les enfants, tout ça, mais plein de gens se sont dit, mais qu'est-ce que je fais? Ils font faire des recherches sur Internet. Et donc, la génération des jeunes qui ont gagné beaucoup d'argent, les jeunes des jeunes, en fait, qui ont gagné beaucoup d'argent, c'est ceux-là. Mais les plus beaux portefeuilles que j'ai pu voir sont des gens aujourd'hui qui ont souvent entre 45 et 60 ans. Intéressant. Et tu soulevais le fait que beaucoup aujourd'hui venaient te voir parce que leur patrimoine était géré, leur patrimoine, on va dire traditionnel, était géré différemment de leur patrimoine crypto. Aujourd'hui, est-ce que tu penses pourquoi en fait, que ce soit une banque ou des CGP, ont encore du mal à gérer cette classe d'actifs? Tu penses que c'est le fait que ce soit trop technique, le fait qu'ils ont peur d'un risque réputationnel en se disant bah, c'est des cryptos, attention, c'est dangereux, ou c'est complètement autre chose? Alors, quand j'ai lancé mon cabinet en 2003, j'ai lancé 2 structures, une qui faisait que du conseil et une qui faisait que des produits. Un peu déjà à contre-courant du secteur, qui était lui quasiment uniquement sur les produits avec commission ou rétro-commission. Et donc, je suis un peu un ovni dans le secteur, puisque le secteur est plutôt un secteur qui marche énormément par rétro-commission. Donc, si je suis mauvaise langue, c'est Bitcoin n'a pas prévu de commission, Ethereum non plus pour les conseillers. Eux veulent vendre des produits qui leur rapportent. Le but et l'âme de Bitcoin ou des cryptos, c'est le moins de frais possible, c'est le moins d'intermédiaires possible, c'est l'accès direct à la détention.
il est évident qu'il n'y a pas la place pour multiplier les commissions là-dedans. Donc ça, c'est un premier frein. D'accord. Deuxième frein, c'est un frein technique. Il faut désapprendre ce qu'on sait pour apprendre autre chose. On dit qu'il faut une centaine d'heures pour comprendre Bitcoin. Je pense que c'est à peu près vrai. Ça va, c'est pas, Ouais. c'est pas énorme. Hein. Oui, Il y a des mais choses bon. qui sont plus dures à, Oui, à mais apprendre. c'est en plus de tout le reste. Oui, Et oui, puis faut pour un avoir- gain, quel est-il ce gain on ne sait pas. Et donc c'est en plus un micro-marché. Donc les gens n'y vont pas forcément. Les médias en ont fait l'actif du diable. Hein, des criminels, ça pollue, tout ça. C'est super volatile. Bon, donc il y a un risque effectivement réputationnel. Et pour terminer, je pense que l'offre, en fait, que les gens peuvent chercher, l'offre, l'accompagnement et la régulation ou réglementation n'a absolument pas poussé à ça en France, puisque l'AMF a toujours dit attention, la CPR a toujours dit attention. Donc quand c'est dur, qu'il n'y a pas de commission, que c'est volatile, et qu'en plus le régulateur te dit n'y allez pas, il faut être un peu fada pour y aller, quoi. Voilà. Il existe quelques fous qui y sont allés. Exactement. Mais ça commence à se démocratiser un peu plus. Oui. Au programme aujourd'hui, pour nos auditeurs, on va parler de 3 grandes thématiques. Premièrement, on va traiter la fiscalité des cryptos, les obligations déclaratives et comment ça se passe d'un point de vue de la succession. Après, j'aimerais travailler avec toi 2 cas pratiques de situations qu'on pourra avoir, de clients qu'on aurait pu rencontrer et qui sont, je le précise, totalement fictifs. Et on finira par la traditionnelle petite partie finale sur les coulisses, sur tout ce qui est le cas le plus fou, le conseil que tu donnerais et les erreurs que tu vois. Je pense qu'on sera sur un épisode assez complet qui permettra, alors si on fait une petite heure, il restera plus que 99 heures à certaines personnes pour finaliser de se former, mais ça donnera une belle vue sur ce qui se passe. Je te propose de commencer sur la partie les fondamentaux fiscaux, et notamment sur la qualification fiscale. Aujourd'hui, comment l'administration fiscale qualifie-t-elle les cryptoactifs? Alors, la problématique de la qualification des cryptoactifs par l'administration fiscale est une qualification qui est issue à la base du Code monétaire et financier. Donc ça, c'est, on va dire, la nature. Parce que les gens veulent parler de fiscalité sans comprendre la nature. Donc il faut comprendre la nature. Et quand on regarde le Code monétaire et financier, il est globalement à la ramasse par rapport à la réalité, donc en retard. Et si on applique sa définition au sens strict, on se rend compte que ça nous aide que moyennement. Voilà. C'est triste à dire, hein. Et je me suis appuyé pour ça sur des documents de la DGFiP et ainsi de suite. Bon, donc la nature des cryptoactifs, dans les cryptoactifs, il y a des actifs numériques et d'autres qui ne le sont pas. Il y a de la monnaie électronique, et donc ce qu'on appelle les EMT, qui sont les émetteurs de monnaie électronique, Electronic Money Token, EMT. Oui. Et tout ça, ça nage un peu dans un système qui, pour l'administration, semble clair, et pour nous, vu d'en face, qui sommes un peu techniciens, sur le pratique, c'est pas super clair, avec une réglementation et des usages qui ne se rejoignent pas toujours. Et enfin, quand l'administration fiscale est amenée à se prononcer, elle nous dit souvent ce que ça n'est pas, mais pas forcément ce que cela est. Donc, on sait qu'on est exclu d'un certain nombre de régimes de faveur, parce que ce ne sont pas des valeurs mobilières, par exemple. Donc, c'est pratique. Ça évite l'application de les cryptoactifs ne sont pas des valeurs mobilières. Non. Ne sont pas considérés, d'accord. Et donc, on va exclure tous les régimes de faveur des valeurs mobilières. Voilà. Et donc, on va poser plus de questions qu'on en résout de problèmes avec tout ça. Donc, le spécialiste est là pour faire de l'interprétation. Nous, par exemple, on s'est appuyé sur un avocat fiscaliste pour faire une note précise sur le mining de Bitcoin. Il y a quand même encore des conditionnels dedans. Donc, à chacun d'interpréter au mieux ce que nous donne l'administration. Et notamment, il y a un sujet qui revient très souvent, notamment par rapport à toute cette génération de jeunes dont on a parlé, les gens qui sont arrivés en 2020, c'est la qualification de professionnels et de non professionnels. Ça, c'est un gros souci qui inquiète beaucoup de monde et sur lequel il faut aller chercher un certain nombre d'éléments pour caractériser si on tombe d'un côté ou de l'autre, parce que quand on tombe, entre guillemets, de l'autre, c'est l'apocalypse. Du côté professionnel. Ouais. Et quels sont les critères concrets
pour, Alors, si tu en as quelques-uns. là encore, Là encore, rien n'est manque, totalement... on manque de jurisprudence. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on manque de jurisprudence? On va voir des jurisprudences comparables. Tout à fait. Et donc, on a des gens qui faisaient du trading d'actions à titre privé. Et donc, qu'est-ce que sont les éléments qui sont pris en charge là-dedans? Ben, c'est l'équipement. Premièrement, l'équipement. Est-ce que la personne... Tu es chez toi, tu as un terminal Bloomberg chez toi, globalement... comme professionnel. Tu ne vas pas dire que tu es amateur. Voilà. Mais est-ce qu'il faut un terminal Après, Bloomberg non. pour gérer des cryptoactifs? Deuxièmement, est-ce que tu as une activité à côté ou pas? Ok, logique. Donc, premièrement, c'est l'équipement. C'est pas qu'un terminal Bloomberg. Tu vois, par exemple, imaginons le mec, il a un nœud, il fait du mining chez lui, il a des ordinateurs. Il passe, si tu veux, on est capable de voir qu'il passe des ordres pendant 8 heures dans la journée. Tu vois. C'est un faisceau. Et le gars, il fait 4800 transactions par mois. Bon, globalement, ce faisceau de preuves va jouer. Et puis après, il y a l'élément, est-ce qu'il a un métier à côté? Tiens, imaginons qu'on ait un cadre d'entreprise dont on sait que globalement, un cadre va être sollicité un peu plus que 35 heures, qui a à côté une activité pour se détendre de trading crypto sur Binance. Ça va être plus difficile à l'administration fiscale de prouver qu'il fait ça à titre professionnel. Mais elle va quand même le tenter. Hein. Elle va tenter, et d'autant plus si les revenus générés par cette activité annexe sont supérieurs à ses revenus de salarié cadre. S'ils sont supérieurs à ses revenus de salarié cadre, effectivement, ça risque d'être un petit peu... Malgré le fait que ce ne soit pas son activité principale et professionnelle. Rappelons quand même que quand on est dans l'ensemble de ces activités, on passe en BNC, bénéfices non commerciaux, pro. Ce qui veut dire que on a une application d'un certain nombre de règles. Alors, si on était en BIC, on aurait eu l'article 35 et on aurait eu la TVA et tout ça. Bon, là, c'est un petit peu différent parce qu'on est en BNC. Il y a 3 ans que c'est passé en BNC. Et donc, en BNC Pro, on va se retrouver à devoir payer des charges d'activité professionnelle. Ça veut dire des charges sociales. Donc, on a la première couche qui va être l'administration fiscale. Mais par l'interconnexion des systèmes, on va avoir l'URSSAF qui va venir et dire « Ouais, mais moi, j'ai pas eu ma dose, moi. » Et donc, l'URSSAF va prendre sa dose. Donc, c'est-à-dire que globalement, comme c'est rien d'optimisé, on va être la plupart du temps au barème progressif. Pour peu qu'on ait fait des très belles opérations, on se retrouve à une tranche à 41, voire 45. Oui. On se retrouve avec des charges sociales derrière. Et pour peu que la totalité des revenus du foyer nous amène au-delà d'un certain niveau, on peut même passer à la CEHR, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Tout à fait. Donc, globalement, on peut se prendre 75% d'impôts. Voilà. C'est bien. Bon. Donc, éviter ce côté pro. Il y a des manières de faire, et on verra plus tard, si jamais vous vous retrouvez dans certaines positions, il y a des manières d'organiser ça en l'anticipation, et on l'a anticipé pour certains clients. Les clients sont venus nous voir en disant « Bon, il se passe ça, qu'est-ce que je fais ?» Et donc, on a structuré le patrimoine pour faire les choses, comme on va structurer un patrimoine pour détenir des immobiliers, comme on va structurer le patrimoine pour détenir une entreprise. Eh bien, gestion patrimoniale de Bitcoin et des cryptos, c'est structurer le patrimoine pour utiliser ce nouvel outil. En amont, et prévoir les différentes choses. Et est-ce qu'il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent encore qu'on est imposé sur ces plus-values à chaque fois qu'on fait un échange entre cryptos? Est-ce que tu peux nous rappeler à partir de quel moment on est imposé? Parce que ça, c'est important dans ta partie structuration. Peut-être que des fois, il y en a qui vont se dire bon, « Ok, je touche plus rien et on verra ». À partir de quel moment on est fiscalisé là-dessus? Donc, on-ramp, retenez on-ramp, c'est quand je passe de l'euro, du dollar, autre chose, vers les cryptos, quelles qu'elles soient. D'accord. Donc vers de l'USDC, du Bitcoin, de l'Ether, tout ça. Donc, je pars dans le monde parallèle, voilà, on prend des euros ou du dollar. Pensez, vous êtes en train de monter on-ramp, ce qui veut dire qu'à la fin, vous allez faire du off-ramp. Tout à fait. Donc maintenant que j'ai acheté mes USDC, avec ça, je vais faire quoi? Je vais acheter des bitcoins majoritairement. Après, je vais aller acheter peut-être de l'Ether. Je vais peut-être, sur cet Ether, je vais le mettre en garantie. Je vais faire un emprunt. Avec cet emprunt, je vais amener la liquidité à une pool. Avec ça, je vais faire un certain nombre d'opérations qui vont m'amener différents types de produits. Oui. Et tant que je fais de l'échange crypto sur un actif numérique, pas de sujet, pas de fiscalité. C'est unique dans le monde. Hein? Ce swap de crypto à crypto ne déclenche pas la plus-value quand je suis en personne physique. Attention, parce que quand je suis en personne morale, ça déclenche. Ah, intéressant. Voilà.
Et donc, D'accord. en personne physique, je peux faire tous ces swaps et il n'y a pas de problème. Tant que je ne suis pas repris au niveau professionnel, eh bien, tous ces changements n'ont pas amené. Par exemple, j'ai du Bitcoin, j'ai une plus-value Bitcoin. Je décide d'aller mettre ça sur du stablecoin or, comme l'ont fait certains en septembre. Bah, ça tombe bien. Le stablecoin or, lui, il a continué à monter pendant que Bitcoin, lui, a baissé. Eh bien, ce swap, par exemple, de Bitcoin à l'USDC puis Pax Gold, ne m'a pas emmené de plus-value. Par contre, je vais terminer la démonstration. À un moment donné, j'ai besoin de récupérer des euros. Donc, je fais à ce moment-là du off-ramp, idéalement par le même broker sur lequel j'ai fait du on-ramp. Eh bien, je fais du off-ramp. Je récupère des euros, des dollars, des yens, des livres, ainsi de suite. À ce moment-là, c'est cette transaction-là qui va de crypto vers du fiat, où là, je déclenche l'imposition à titre personnel. D'accord, c'est très clair. Et donc, dans ce cas-là, j'ai 2 questions vis-à-vis de ça. Premièrement, si je me positionne sur du stablecoin en euros ou en USD, ça reste considéré comme une crypto, donc ça ne sort pas. On n'est pas sur du off-ramp pour l'instant. Non. Et du coup, deuxième chose qui m'intéresse, quand je fais cette sortie, comment ça va marcher? Est-ce que je prends... comment je calcule cette plus-value-là, du coup? Parce que ce que je sors, est-ce que je calcule la plus-value par rapport à tout ce que j'ai sur mon portefeuille crypto, par rapport à le dernier échange que j'ai fait? Alors, si j'ai fait un apport, imaginons que j'ai mis 100 en on-ramp, j'ai fait tout un tas d'opérations, et que quand je vends, j'ai appelé une fois 100, hein, faire les trucs simples, et je suis arrivé avec mon portefeuille fait 200, et je vais faire un retrait de 20, par exemple, et bien à ce moment-là, on va considérer que je dois déclarer une plus-value de 10. Pourquoi? Parce que mon prix moyen pondéré d'achat, il est de 100. Mon prix moyen de sortie est de 200. Donc j'ai 100% de plus-value. Et si je retire 20, à ce moment-là, je vais avoir une plus-value qui va correspondre à la moitié de mon rachat. D'accord. Voilà. Ok. Donc on calcule simplement. Ça, c'est un calcul simple. Ouais. Mais à partir du moment... vous imaginez où on va avoir des gens qui sont des dégènes et qui vont faire des multiples opérations. Ça va devenir beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et puis, le cas simple que je viens de vous expliquer, on ne le retrouve jamais. Oui. Parce que les gens sont allés acheter en plusieurs fois, et puis il y en a qui ont dit « Ah, ben finalement, ça, je vais le vendre », et puis ils ont oublié de faire, ils l'ont oublié, parce que pour des raisons diverses et variées, on en a trouvé des clients comme ça, qui vendaient en euros, puis qui rachetaient du Bitcoin et tout ça. Il y a des gens qu'on a régularisés comme ça. Et puis, il y a des gens qui oublient que sur Binance, ils ont pris une petite carte bleue, une carte Visa, avec laquelle ils ont fait des paiements. Et bien, chaque paiement est considéré comme une session. Et donc, à ce moment-là, ça doit rentrer dans le calcul de la plus-value. Donc, à partir du moment où on fait un paiement avec une carte crypto, en effet, il y a un transfert sur un vrai euro. Et c'est intéressant, ça, comment je fais. Imaginons qu'il y a certaines entreprises qui prennent des bitcoins directement. Donc, il y a pas de, on ne repasse pas par l'euro. Un paiement en bitcoin, c'est pareil. C'est considéré comme un off-ramp. C'est exactement pareil. Très bien. Ce qui est logique. Voilà. Ce qui est logique. L'administration, elle veut récupérer. Je connais des gens qui ont acheté des voitures en Bitcoin. Oui, c'est Tesla qui proposait ça à un moment. Voilà, exactement. Puis même des privés. Moi, j'ai un fils qui a accepté du Bitcoin à une époque pour acheter des voitures. Et donc, il précisait à la personne que c'était considéré comme une cession. Et donc, il devait le facturer. Je reviendrai juste sur un petit détail, parce que du swap vers le stablecoin, aujourd'hui, il n'y a pas de taxation. Il y a eu des projets de taxation. Et surtout, on est dans MiCA à la création d'un EMT, donc les jetons de monnaie électronique, EMT, qui eux sont considérés comme de la monnaie électronique. Par exemple, Air France est un émetteur de monnaie électronique, avec des miles par exemple. Oui. Vous voyez ? Et donc, toute cette monnaie électronique, on retrouve dans différents systèmes, notamment Orange est un grand émetteur de monnaie électronique, par exemple, en Afrique. Eh bien, cette monnaie électronique, on a donc les jetons, les EMT, seraient considérés comme un swap qui ferait un off-ramp. C'est-à-dire que le jour où la loi va partir, où l'administration fiscale va publier le bulletin officiel des impôts précisant le statut fiscal des jetons de monnaie électronique, donc des stablecoins éligibles MiCA, donc par exemple le RC, là, ça l'euro de circle, ça devient taxé. Donc, petite astuce que je vous donne, c'est une astuce intellectuelle, hein, c'est pas une astuce fiscale. C'est
On peut se poser la question de savoir si aujourd'hui je vais sur un jeton qui est MiCA compatible, donc un ERC par exemple, qui n'est pas considéré aujourd'hui comme un EMT, donc qui n'est pas considéré comme de la monnaie électronique. Si j'en mets dessus aujourd'hui, est-ce que demain, quand il deviendra un jeton de monnaie électronique par le bulletin officiel des impôts, ça va purger ma plus-value? Ça ne va pas purger ma plus-value. Donc, il y a un exercice intellectuel qui est intéressant à mener là-dessus. À réfléchir, bon, ce n'est absolument pas un conseil fiscal, je vous donne un exercice de pensée. C'est comme ça, il faut toujours penser la loi de manière originale en France, parce qu'on a une loi très coercitive, on a énormément de fiscalité, parce qu'on ne peut pas être un peu créatif. Oui, il faut essayer, mais surtout quand ce n'est pas parfaitement défini aussi, il faut regarder les pistes qui sont possibles pour optimiser. Voilà. Sur cette partie tu disais qu'il n'y avait jamais une seule transaction qui était faite et plein de différentes. On parle de ce fameux prix moyen pondéré d'acquisition, ce qui est souvent un cauchemar, parce qu'on va faire plein de transactions différentes. Est-ce que tu as quelques éclairages là-dessus, sur comment ça peut être simplifié, comment on peut le calculer le plus simplement possible? Et tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? En fait, on rentre tout ça dans un tableau Excel. Alors, c'est assez facile de le rentrer dans un tableau Excel. Nous, on l'a fait pour certains clients qui ne voulaient pas partager leurs données avec des agrégateurs. On récupère les fichiers CSV sur les différentes plateformes. Binance, par exemple, est très, très bien connu pour ça. Attention, il faut savoir que Binance a donné l'ensemble des informations fiscales, l'ensemble des informations à l'administration fiscale, ouais, tout à fait. à communiquer, déjà. Donc, sachez que si jamais vous êtes sur Binance, vous avez été sur Binance et vous ne faites aucune déclaration, globalement, ça va vous tomber dessus. Faites attention. Mais là, on récupère ça. On peut récupérer ça aussi par les données de carte bleue, si on avait une carte Visa et qu'on a fait des achats. Et puis, on peut agréger ça dans un fichier Excel avec tous les prix d'entrée et avec un calcul automatique du prix moyen pondéré d'achat. C'est des choses qu'on trouve assez facilement sur Internet. Aujourd'hui, même, même en posant la question à ChatGPT, à Claude ou ailleurs, vous pouvez avoir des conseils pour faire votre tableur Excel qui vous détermine votre prix moyen pondéré d'achat. C'est une formule, somme toute, extrêmement classique. Il faut des éléments d'entrée, des éléments de sortie, et après, on a un prix moyen pondéré d'achat. Pourquoi? Parce qu'à chaque sortie, il faut savoir à quel prix moyen pondéré d'achat je me retrouve. C'est quoi un prix moyen pondéré d'achat? Je rentre, si vous voulez, 100 € par mois. Et bien, si je rentre 100 € par mois, je vais acheter du Bitcoin à un certain nombre de prix. Donc, ça veut dire, par exemple, mon prix moyen d'achat va être à 150, Bitcoin est à 400. Eh bien, quand je fais ma première vente, si Bitcoin est à 400, eh bien, il faut que mon prix moyen pondéré d'achat, qui est de 150, soit en face pour que je calcule ma plus-value. Je fais une session, puis je continue à acheter. Donc, je vais remettre, cette fois-ci, mon prix moyen pondéré à chaque transaction qui rentre ou qui sort. Ce prix va se mettre On remet à jour le prix. Voilà. Okay. Et donc, aujourd'hui, ce que j'aurais tendance à conseiller, on abordera le sujet tout à l'heure, c'est quand même d'essayer, au départ, de se constituer un tableau Excel. Nous, en tout cas, on a aidé des clients à se constituer des tableaux Excel là-dessus. Dès le début, pour conserver ces données, pour traquer ce qu'on fait au maximum. C'est pas trop compliqué. Je dis pas que ça soit simple. Si on est en dessous de quelques centaines de transactions, ça passe. D'accord. Ouais, on est arrivé avec des dossiers où les gens venaient nous voir, ils avaient 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 transactions. Là, c'est plus compliqué à tout retracer et tout. Ça prend du temps. Et à un moment donné, je pense qu'on est capable de tout retracer maintenant avec de l'IA. Mais est-ce qu'on sera aussi précis qu'on doit l'être? Je ne sais pas. Ouais, d'accord. Pour finir sur la partie fiscale, oui. Flat tax, oui. Ou barème progressif. Donc, on a deux options. Alors, déjà, qui est plus vraiment flat. Oui, déjà, si vous vendez moins de 305 € dans l'année, là, vous êtes exonéré. Ça, c'est bien. 305 €. Alors, vendez. C'est moins de 305 de transactions. Par contre... Pas de plus-value. Ouais, 305 de transactions. Non, de transactions, pas de plus-value. Ouais. Mamie, quoi, qui fait ça. Et donc, ce qui veut dire que... alors ça, c'est pour le foyer fiscal. D'accord. Non, j'ai 10 enfants, je fais... Oui, ça va pas être... Ça marche pas. Ensuite, vous pouvez choisir entre les deux. Imaginons que vous êtes faiblement imposé. Imaginons, je ne sais pas, vous êtes une année au chômage. Vous avez des revenus qui vous mettent dans une tranche marginale à 11%, par exemple. Oui, c'est meilleur, c'est bon, voire une tranche marginale en dessous.
eh bien, à ce moment-là, vous pouvez faire des petites cessions et ces cessions vont rentrer donc dans votre revenu imposable et vous allez être moins taxé que si vous Que la étiez flat tax. à la flat tax. Voilà. Malheureusement, vous paierez les prélèvements sociaux de la même manière. Donc, c'est par rapport au 12,8. Chaque fois que vous êtes en dessous de 12,8, vous pouvez jouer ça. Le Oui, il faut problème, être en dessous des 12,8 Bah oui. et pas des fameux 30 et quelques non. de la... D'accord. parce que la CSG, Ouais, c'est important de le préciser. Voilà, donc, ça a toujours dû. tout à fait. Voilà. Par contre, l'autre sujet, c'est de dire tout ce que l'on met, toutes les habitudes que l'on a prises sur d'autres revenus. Est-ce qu'elles sont applicables, notamment valeur mobilière? A priori, non. D'accord. Mais là encore, je vais lancer une piste. Vous savez qu'il existe une case 0XX dans votre déclaration d'impôt? Non, je pense que... Moi, je ne le savais pas. Bon. Mais maintenant, je le sais. Cette case 0XX, elle est en lien avec la case 3VG. Que je ne connaissais pas non plus. Mais si, c'est dans les plus-values. Tu as dû la voir, celle-là. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez dans les valeurs mobilières la possibilité d'avoir des cessions à titre exceptionnel. Une plus-value exceptionnelle. Ça arrive dans les indemnités de fin de carrière, ça arrive lors des départs à la retraite, ça arrive lors des cessions de valeurs mobilières. C'est ce fameux revenu exceptionnel. C'est le fameux revenu exceptionnel. C'est la question que je voulais te poser. Qui permet d'aller faire la règle du quotient et d'étaler sur 4 ans. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'appliquer pour les cryptos. Je suis plutôt, je pense qu'on ne peut pas l'appliquer. Et pourquoi? Parce que, là encore, c'est quelque chose qui vise certaines catégories de revenus et qui ne vise pas les cryptos. Et donc, pour que ça soit appliqué, il faudrait que ça vise aussi les cryptos. Donc, rien n'empêche de faire un rescrit. Je pense être assez sûr du résultat. Mais c'est typiquement, négatif. c'est typiquement le cas de figure où on a un certain nombre de choses qui s'appliquent sur un certain nombre d'actifs dans le patrimoine, mais que l'État, le fisc, par sa définition imprécise de ce que sont les actifs numériques et la définition plus précise de ce que ça n'est pas, nous met un petit peu dans l'embarras. Je vais donner un exemple fiscal qui est le dernier que je donnerai parce que ça a été très à la mode et maintenant avec les derniers soucis de la plateforme, ça allait beaucoup moins. Realty faisait de la tokenisation de biens immobiliers aux États-Unis et partout dans le monde. Un jeton Realty représente une part d'un actif immobilier, enfin une part d'une société qui détient des actifs immobiliers. Des actifs immobiliers, une LLC ou autre chose, ou une corporated, ainsi de suite. Donc on s'est beaucoup posé la question avec Dominique Laurent, mon comparse sur la partie fiscale, et on en a déduit la chose suivante: le jeton Realty n'est pas un actif numérique. Ce qui veut dire que si j'achète un jeton Realty avec le XDAI tel que c'est proposé par la plateforme, c'est une cession. Il vaut mieux l'acheter en carte bleue. Le problème que nous avons eu, c'est qu'il y avait tellement de gens qui voulaient acheter ces jetons que si tu n'étais pas en XDAI, le temps que la carte bleue passe, tu ne pouvais pas acheter des fractions sur résidence. Et donc, tu étais mis de côté. Moi, je l'ai testé. J'avais testé un peu Realty. Et donc, tu ne peux pas acheter des jetons Realty en carte bleue. Enfin, c'était compliqué. Et donc, tu le faisais avec du XDAI. Tu achetais du XDAI. Eh bien, il faut savoir que typiquement, le fait d'acheter quelque chose qui n'est pas un actif numérique avec du XDAI correspond à une cession. Logique. Voilà, typiquement, le monde kafkaïen dans lequel nous nous trouvons en France. Parce qu'on n'avait pas prévu ça, donc ça, c'est pas considéré comme une cryptoactive, donc c'est une cession. Voilà, c'est un security token, définition anglo-saxonne, mais qui ne rentre pas dans la loi Pacte et qui ne rentre pas dans le code monétaire et financier tel qu'il a été mis en œuvre. Ok, donc il y a quand même pas mal de zones qu'il faut analyser et qui vont certainement évoluer aussi dans les prochaines années où petit à petit, l'administration fiscale va préciser de plus en plus de choses sur ces sujets-là. La tokenisation immobilière, en tout cas, pour moi, me semble impossible à faire en swap. Un swap ERC ou ERCV vers un token, quel qu'il soit, un token immobilier notamment, voire demain, on parle de tokeniser les marchés actions. Attention, est-ce que l'analyse française... Oui, ça ne va pas poser un problème derrière. Est-ce que ça sera vraiment un actif numérique? Oui. Je pose la question. Ce serait une valeur mobilière. Non. Alors, si on regarde les discussions à l'Assemblée et en commission, ils voulaient appliquer le sous-jacent qui était tokenisé pour appliquer la fiscalité. Bon, ce qui n'a pas vraiment été mis en place. D'accord. Donc,
je pense qu'une action tokenisée est en ce moment dans un no man's land que je ne saurais qualifier. Bon, on verra quand ça se produira. Mais Avec ça un va peu de aller chance, très ils te donneront 2-3 Ça va aller très vite. précisions. Le New York Stock Exchange a promis ça pour cette année. Et toutes les plateformes américaines vont tokeniser Vont des proposer actions ça. en 2026. D'accord. On passe aux obligations déclaratives. Ah. Maintenant qu'on a fait à peu près les fondamentaux fiscaux, obligations déclaratives, comment on déclare ses plus-values? C'est le fameux formulaire 2086. Ou le fichier proposé, on peut envoyer. Imaginons que j'ai 2000 transactions. Oui. L'administration fiscale ne nous propose pas de relire les trucs qu'on a remplis, les 2086 qu'on aurait remplis à la main. Donc on peut aussi fournir un fichier. Donc en fonction du nombre de transactions, on peut faire le fichier ou les pièces jointes. Très bien. Aujourd'hui, imaginons que j'ai beaucoup de transactions, je pense que l'administration fiscale ne trouvera rien à redire. Si je lui envoyais un beau fichier Excel propre, En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est quand on fait de la remédiation fiscale, c'est-à-dire quand on va déclarer quelqu'un qui a oublié de déclarer, la première chose qu'on fait, c'est qu'on envoie à l'administration fiscale un fichier Excel avec l'ensemble des transactions et des calculs. Et elle se base là-dessus pour les corrections. Pour la régulation, la régularisation. Et on régularise sur ces bases-là. Et la plupart du temps, ça passe très bien. Ouais. Voilà. Sauf quand, par exemple, on a quelqu'un qui nous demande un 2044, un imprimé 2044 pour déclarer des cryptos. Bon, on ne répond pas. On ne veut pas vexer. Mais juste, un 2044, c'est une déclaration de revenus immobiliers, juste pour savoir. Et donc là, on ne dit rien. On dit, mais bien sûr, je vous envoie un fichier Excel. Je vous envoie un fichier. Moi, je ne vexe personne. On va s'en sortir. Je peux même le nommer s'il faut 2044, le fichier, si vous voulez. Voilà. Bon, donc, on a ce fichier-là. Et puis surtout, il faut déclarer l'ensemble des plateformes détenues à l'étranger. Donc, chaque fois que j'ai un compte ouvert à l'étranger dans une plateforme, qu'il y ait 1, 0, 1000, 1 million, je dois le déclarer. Qu'il y ait de l'argent ou pas, qu'il y ait des cryptos ou pas, ce n'est pas le sujet. J'ai ouvert un compte dans une plateforme qui est située à l'étranger, je dois déclarer. Attention, ça peut coûter très cher de ne pas déclarer. Donc, typiquement, un compte Binance aujourd'hui, qui ne sont pas, même s'ils ont un accord avec l'État français, c'est pas en France. Non. Donc, on déclare. Non, c'est aujourd'hui. Toutes les plateformes. Binance, je crois, de mémoire, je crois qu'on déclare une adresse à Malte, de mémoire. Ouais. Crypto.com, tous ces acteurs-là, Kraken et autres. Donc là, obligé de remplir le formulaire compte bancaire à l'étranger. Oui, 3916 bis, ou 3916 ou 3916 bis, enfin 3916 quoi. Voilà. Ne pas en oublier un parce que le redressement est assez cher. De mémoire, c'est un peu plus de 1500 €. Non, 750 par compte oublié. Mais si ton compte dépasse 50 000 € dans l'année, si tes actifs, la totalité de tes actifs, pas le compte en question, si la totalité des actifs crypto dépasse 50 000 à un moment donné de l'année, dans l'année, tu vois, juste à un moment donné, il fait 50 000, allez, il redescend. C'est plus 750. Tu doubles. D'accord. Ouais, et puis quand tu fais une erreur dans la déclaration, la 2086, c'est 125 balles par erreur. Ok. C'est quoi les grosses erreurs d'ailleurs que tu vois dans la 2086? Parce que parfois quand je vois, quand on fait parfois quand nous on pousse les gens à se mettre en règle. Mais quand on voit comment parfois nos fichiers sont inspectés, on se dit mais comment ils vont pouvoir me prouver qu'on a fait des erreurs? Je m'interroge. J'ai une grande compassion pour les gens de l'administration fiscale et on a des relations qui se passent extrêmement bien et j'apprécie beaucoup la qualité des relations que nous avons avec eux. Nous, on régularise et c'est vraiment... ça a beaucoup, en 20 ans, depuis que je fais ce métier, je régularise des gens depuis plus de 20 ans. Avant, c'était sur l'ISF, l'IR, choses comme ça. Aujourd'hui, parfois, c'est sur les cryptos et j'apprécie. On a une qualité de dialogue qui a beaucoup progressé. Bon, mais parfois, je me dis, mais comment ils peuvent nous montrer qu'on a fait une erreur? Je me pose juste la question. Et sachant que si ton portefeuille, là aussi, dépasse 50 000 € dans l'année, tu passes à 250 € par erreur. D'accord. Voilà. Ça, c'est un article de loi de la loi de finances 2024, applicable au 1er janvier 2025. Et les plus grosses erreurs que tu vois de tes clients sur ces déclarations? C'est de pas déclarer. Ouais, c'est de pas déclarer. À partir du moment où on le fait, normalement, c'est déjà mieux. Ouais. L'oubli des comptes bancaires à l'étranger. Ouais, ça c'est le truc le plus classique, sachant qu'en plus, on verra un peu plus loin, c'est pas la meilleure manière de détenir des cryptos. Et alors, le pire, c'est d'oublier quoi. Parce que en fait, faire comme ça, c'est fait. Tout ça, c'est pas tellement.
c'est pas tellement le sujet, mais le jour où on tombe sur un mec qui veut bien se faire voir par sa hiérarchie, où on tombe sur quelqu'un qui a dit bon maintenant moi j'ai une IA qui m'aide à faire tous les redressements dont j'ai besoin, bah tu sais bien l'État a besoin d'argent. Ouais, Très donc ils vont légèrement. venir le rechercher. Ils vont venir le chercher d'une manière ou d'une autre. Et le jour où ils viennent te voir en disant voilà écoutez monsieur, vous avez ces 6 comptes-là qui sont ouverts à l'étranger. Qui quelque chose dessus ou pas, c'est pas son problème. La loi, c'est la loi. Donc il y a 6 comptes-là. Là, vous avez, je vois aucune déclaration depuis 4 ans. Donc tu sais qu'ils peuvent remonter dans ces cas-là. Oui, ils peuvent tout retrouver. Ils peuvent remonter beaucoup plus loin que 3 ans. Ils peuvent remonter sur 10 ans si ça les intéresse. Derrière, ils peuvent dire que tu as volontairement omis. Donc on peut se retrouver sur des pénalités. Et donc, on peut avoir des taxations d'office avec des 40%, voire, s'il y a de la mauvaise foi, 80%. Donc, si tu as une taxation qui peut monter globalement à tout compris à 32% plus la CEHR, enfin, on va être 35%, mais ces 35 peuvent être augmentés de 40% ou de 80%. Si tu n'as pas fait les démarches. Plus les intérêts de retard. Hein, donc tu perds tout. Non, pas tout. Non, mais tu payes 70% d'impôts, 75% d'impôts. Voilà. À donner. Bon. Et comment on fait avec les wallets privés, notamment des ledgers ou autres? Est-ce que ça, on doit le déclarer aussi? Alors, le vent du boulet n'est pas passé loin, pour l'instant. Okay. Un wallet détenu directement, donc la détention directe, n'a pas à être déclaré. J'ai par exemple un trésor, j'ai un système, enfin il y a différents systèmes, Tangem, ainsi de suite, tout ça. Et j'ai des fonds là-dessus, ça n'a pas à être déclaré, c'est pas une plateforme, c'est pas un établissement financier à l'étranger. Oui, c'est moi qui ai ma clé USB, qui stocke tout ça. J'ai ouvert un compte chez un courtier. Un courtier, ce n'est pas un établissement bancaire, c'est pas un établissement crypto. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut bien déterminer, parce qu'il faut demander, en fait, avec l'intermédiaire avec qui on travaille, un courtier n'est pas considéré comme un compte à l'étranger. D'accord. Mais lui, après, s'il utilise des plateformes à l'étranger, il doit les déclarer, lui, par contre. Oui, mais un courtier, c'est-à-dire que tu as des courtiers étrangers. Enfin, aujourd'hui, tu as des gens... Un courtier à l'étranger, d'accord. Et tu n'as pas besoin... D'accord, je vois la chose. Et exemple tout bête, je connais déjà un peu la réponse, mais je te la pose quand même. Sur mon cold wallet, j'achète une voiture. Ça, je dois le déclarer. Vous savez... Les amis de l'administration fiscale, j'encourage toujours mes clients à tout déclarer. Ouais. Maintenant, je réponds à la question. Une grande liberté amène de grandes responsabilités. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'opérations que l'administration fiscale, pour l'instant, ne voit pas. Est-ce qu'il faut jouer avec? Ma réponse est non. Ouais. Ok. Non, c'est très clair. Très clair. Et on parlait de fichiers Excel. Il y a aussi une montée de pas mal d'outils de tracking qui permettent de suivre un petit peu toutes les transactions quand on en fait pas mal ou si on ne veut pas s'embêter avec l'Excel. Quelle est ta position là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu en utilises? Ma position a évolué ces derniers jours parce que on a appris, comme beaucoup, qu'il y a eu plusieurs leaks sur des logiciels d'agrégation fiscale et des leaks qui ne nous ont pas été forcément communiqués par les différents intervenants ou dont on apprend bien trop tard qu'ils ont eu lieu. Et donc je me rends compte d'une chose, c'est qu'en France, plus on veut être honnête, plus on veut déclarer les choses, plus on risque de se voir attenter à sa vie et à sa sécurité. Je m'explique. Nous avons pu voir que une collaboratrice de l'administration fiscale, un agent, pardon, de l'administration fiscale, a vendu des données fiscales de gens qui détenaient de la crypto a priori. Et d'autre part, des logiciels d'agrégation ont pu avoir des fuites de données qui ne nous ont pas été communiquées et qui ont amené une série d'attaques et d'enlèvements. Il faut savoir que nous sommes ici le 27 janvier et nous avons déjà eu plus de 9 agressions, séquestrations. Donc on est dans les choses qui sont révélées. On est à 9, c'est-à-dire 1 tous les 3 jours, dans ce qui nous est révélé. Il y a des tentatives qui ont sûrement échoué, il y a des gens qui ont sûrement ci ou sûrement ça. Peut-être que... voilà. Et donc, à tort ou à raison, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, si on veut être honnête, on se met en danger. Donc, je vais devoir arbitrer bientôt entre deux risques.
Le fichier Excel. Garder mes doigts Ouais. ou avoir une amende. Globalement, combien valent mes doigts? Combien valent la sécurité financière, la sécurité physique de ma famille, si j'en ai une, tout ça. Bon, moi, j'ai des enfants qui font des études supérieures, donc j'ai pas pu me constituer un patrimoine crypto important, donc bon, je suis vraiment à l'abri. Mais par rapport à ça, je pense qu'il y a des gens qui sont dans une situation extrêmement difficile parce que si l'honnêteté vis-à-vis de l'administration fiscale entraîne demain une insécurité physique avec des atteintes aux personnes, et surtout que les gens qui font ces actions ne sont pas condamnés par la justice, parce qu'ils sont arrêtés. Les forces de l'ordre font un travail extraordinaire. Ils arrivent tous à être arrêtés, hein, surtout les... Voilà. Et donc, les forces de l'ordre font un super boulot, et derrière, on a des gens qui se retrouvent dans la nature. Donc, je ne sais pas, imaginons que ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe demain? Imaginons que le gars il soit extrêmement mécontent de s'être fait choper par les flics et il va se retourner de nouveau contre la victime parce que c'est jamais un moment agréable et qu'il y a sûrement des situations de conflit. Et un jour, il y a quelqu'un qui a des cryptos qui va juste se défendre. Et c'est lui qui terminera en prison. Voilà. Donc, pour résumer, il arrive qu'on utilise des outils extérieurs pour des raisons de sécurité. Je ne vais pas les nommer ici, malheureusement. Ouais, deuxièmement, on a aussi des capacités, comme tout le monde, à faire des fichiers Excel. Et puis, bon, je te rassure, hein, la plupart des cas ne sont pas des gens qui arrivent avec des dizaines de milliers de transactions. Oui, tu vois, le fichier Excel. Là, moi, j'ai eu des gens sur lesquels on a eu des 200-300 transactions. Bon, voilà, c'est un fichier Excel, un peu d'IA et un peu de savoir-faire, ça fonctionne. Et c'est à la portée de beaucoup de monde. Voilà. D'accord. Tout simplement. Mais il y a un vrai sujet aujourd'hui, est-ce que je dois être honnête par rapport à ma sécurité personnelle? Ouais, même s'il y a quand même pas mal de mesures qui ont été mises en place, donc potentiellement ça permettra de limiter un peu les excès qu'il y a eu. Et après, ouais, je crois pas. Honnêtement, aujourd'hui, j'attends surtout que le grand banditisme s'intéresse à d'autres victimes que le secteur crypto. Oui, quand ils comprendront, qui change de... Ben oui, parce que quand ils comprendront que la plupart du temps, ils n'arrivent pas du tout c'est très rare qu'ils arrivent à attraper les sommes qui sont leurs objectifs. Qui demandent... et c'est très très rare parce que la plupart du temps, maintenant, les gens ont mis de la multisignature, les gens ont mis des choses en place qui font que c'est typiquement l'actif. C'est typiquement l'actif qui est traçable, qu'on peut attraper, qu'on peut aller choper derrière, et surtout les gens se mettent une épée de Damoclès. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui font un hack ou qui font une agression sont des gens qui laissent des traces qui sont indélébiles. Oui, donc dans tous les cas, ils vont se finir par se faire retrouver. Du liquide, si on a des gants, tout ça, si on fait très attention, hein, c'est difficile même de trouver des traces d'ADN dessus. Aujourd'hui, une transaction crypto, ça laisse des traces indélébiles. Et si on ne trouve pas la solution tout de suite, et par recoupement, 6 mois, 8 mois, 9 mois plus tard, il y a une cellule cyber de la gendarmerie qui est extrêmement efficace et qui arrive à solutionner des problématiques. Et à la fin, quelques mois plus tard, comme par hasard, on arrête des gens, y compris à l'étranger. Ouais, tout à fait. Donc, l'idée, c'est de se dire, combien de temps ça va durer pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, finalement, c'est une industrie, ce sont des actifs qui sont gagnés honnêtement, conservés honnêtement, et en plus, hyper traçables. Et la plupart du temps, il y a un risque majeur par rapport au fait qu'on ne va pas réussir à trouver, à récupérer le cash. Très bien. Bon, je me suis un peu éloigné du sujet. On était sur les outils de tracking, mais j'ai bien compris le fait qu'en effet, il faut quand même garder des fois un peu de sécurité, de confidentialité et de faire attention. Non, mais c'est une activité dramatique. Hein. Non, et puis même, c'est pour toutes les activités comme ça aussi, c'est de la protection de sa donnée, qu'est-ce qu'on va partager et pas partager, que ce soit pour un patrimoine crypto, mais ça marche aussi pour son patrimoine financier, à qui on confie tout ça. On parle d'IA, à qui on confie la donnée. Des clients, la sienne et tout ça, je comprends. Et puis en France, on a maintenant la Fédération française de la perte de données. On est les champions du monde. Et il est vrai que moi, je reçois beaucoup d'emails de les données ont été hackées sur tel service, tel service, tel service. Donc, faire attention à ce qu'on met tout ça. Au niveau de peut-être 2 cas complexes, un peu plus sur la partie fiscale, qui vont t'intéresser parce que potentiellement un peu plus touchy, mais j'avais 2 choses qui m'intéressent sur tout ce qui est stacking, yield farming. Est-ce que tu génères des revenus passifs via le stacking? Qu'est-ce que c'est en fait? L'administration fiscale nous dit que tout ça, ça rentre dans le cadre du BNC, du bénéfice non commercial, non professionnel ou professionnel. Simple. Donc, l'usage est totalement différent.
C'est-à-dire, les gens dans l'usage, ils disent moi je suis rémunéré en crypto, donc ça augmente mon bag. Donc comme ça augmente mon bag, ça augmente mon prix moyen pondéré d'achat. Et globalement, j'ai mis 100. Je me suis fait, sur 5 ans, je me suis fait 100 d'intérêt. Bah, quand je revendrai, mon portefeuille vaudra 2 fois plus cher. Et à ce moment-là, je paierai une partie de plus-value sur mon retrait. Ça, c'est l'usage. Mais la règle, elle n'est pas là. La règle, c'est pas celle-là. La règle, la règle, elle te dit, c'est du BNC. C'est du BNC direct. Non professionnel, et tu devrais le déclarer en tant que tel, en BNC ou en micro-BNC. Le micro-BNC peut être une solution intéressante. En fonction des montants. Et donc, dans le micro-BNC, tu as un abattement, donc ça rentre, tu es taxé pour moins cher. Voilà. Et puis, il y a un autre sujet qui sont les pertes. Sur la problématique des pertes, on a un vrai sujet, c'est que comment je amène la preuve de ma perte. Très compliqué. Mais je pense que ça, dans le cas présent, il faut faire un rescrit, ou il faut interroger l'administration fiscale sur quel type de preuve souhaite-t-il. Attends, il y a 2 types de pertes. Il y a la perte, en effet... Non, il y a la perte qui est prouvable parce que j'ai fait des transactions à perte. Voilà, j'ai fait des transactions à perte, j'ai mon fichier C'est-à-dire que j'ai acheté du Bitcoin à 120 000 parce que tout le monde me disait en a acheté. Là, et puis à 90 000, je suis là, je dis pourquoi j'ai acheté Bitcoin? Et voilà, et donc j'ai peur, et donc je vends, et donc là j'ai fait une moins-value, donc ça c'est facile, j'ai mes traces de transactions, ça c'est facile. Moins-value, reportable sur quoi? Sur les plus-values de même nature de la même année, et pas reportable. Pas reportable, donc contrairement en effet... Sur les reportables, donc les moins-values sont reportables sur les plus-values de même nature. Sur les plus-values de même nature. Donc, si je simplifie... En fait, il y a des catégories de revenus. Ouais, donc ça ne marche rares pas. Sont les moins-values que tu peux reporter sur d'autres catégories de revenus. Ouais, tout à fait. Tu vois, il y a les bénéfices agricoles, les déficits agricoles, c'est des déficits qui sont reportables sur les autres catégories de revenus. Mais la plupart du temps, une catégorie de revenus, logique. Tu vois, valeur mobilière, plus ou moins-value, tu vois, on les fait se recouper. Mais sur Bitcoin, plus ou moins-value, on les fait recouper sur Bitcoin. Et aujourd'hui, donc que sur Bitcoin. Ah, alors d'accord. Bitcoin, crypto. Que des cryptos, d'accord. Voilà. Oui, d'accord. Donc tout ce que j'ai gagné en crypto, enfin tout ce que j'ai perdu, ne va pas être reportable. Donc c'est sur l'année de déclaration. Si j'avais fait des gains, c'est là-dessus que ça va s'équilibrer. Mais c'est pas reportable sur l'année d'après, contrairement aux valeurs mobilières, qu'elles sont reportables. Oui, mais sachant que faut que tu fasses attention entre la différence qu'il y a entre le prix moyen pondéré d'achat et tes plus et les moins-values de l'année. D'accord. Ah oui, ok. Mais par contre, une fois qu'on met ça en place, ça peut être intéressant. Quand on a une perte comme ça sur une année, il vaut mieux potentiellement la cristalliser et en profiter pour céder une petite partie de certaines choses. Il vaut mieux acter des plus-values que tu as par ton prix moyen pondéré d'achat pour imputer ta moins-value sur la cession que tu as fait. On a eu un grand débat avec Dominique Laurent à l'époque, j'avais parlé de ça il y a un peu plus de 2 ans, et on s'est rendu compte que dans certains cas c'est intéressant, dans certains cas ça l'est pas. Donc là c'est beaucoup de cas pratiques, et donc de voir est-ce que dans votre cas c'est intéressant ou pas. C'est des calculs. Et deuxièmement, il y a la preuve que tu peux pas forcément prouver. Tu vois, par exemple, les gens qui ont perdu beaucoup d'argent dans FTX, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire cette année-là? Ça, c'est le deuxième cas. FTX, j'ai tout perdu. Comment je fais? Voilà, parce que tu vois, il y a des gens qui ont tout perdu sur FTX, mais qui avaient fait une année 2022 extraordinaire. Et donc, est-ce qu'ils pouvaient imputer des moins-values sur les plus-values? C'était compliqué. Et surtout, quelle preuve l'administration fiscale va me demander par rapport à ça? Donc là, ça fait partie encore des zones pas forcément super claires. Mais en tout cas, moi, j'aurais tendance à dire que d'appliquer toujours un principe, si je dois constater des moins-values, eh bien autant que je puisse les faire agir d'une manière ou d'une autre sur mes plus-values de l'année. Et donc mes plus-values de l'année ne peuvent arriver que si je fais une cession. Ok, c'est clair. Je ne peux pas avoir une plus-value d'avant, tu vois. D'avant ou d'un truc, oui, c'est au moment où il y a une cession. Ok. On passe à la partie transmission. Oui. Donation. On va parler de donation, de succession, valorisation au décès et assurance vie, sur comment optimiser un petit peu tout ça. Sur la partie donation, je veux donner des cryptos à mes enfants. Est-ce que la donation, elle purge la plus-value latente? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est comme une valeur mobilière classique? J'anticipe ta réponse, je pense que non. Écoute, je vais répondre aujourd'hui. Il n'y a pas le principe de purge de la plus-value par la donation la donation purge la plus-value. C'est un principe fiscal que certains députés veulent remettre en question, et qui aujourd'hui s'applique à l'ensemble des actifs. Donc ça marche pour les. Ça marche pareil. Donc si tu veux, j'ai acheté un Bitcoin à
à 500 $ et aujourd'hui vaut 100 000. Si je le donne à mon enfant, il rentre dans le patrimoine de mon enfant pour 100 000. Si mon enfant le vend en suivant, entrer dans le patrimoine 100 000, vendre 100 000, zéro de plus-value. C'est juste qu'un changement de propriété acte un nouveau prix dans l'entrée du patrimoine. Donc ça purge. Pourquoi? Parce que c'est pas un artifice, c'est pas une niche fiscale. C'est qu'on a donné quelque simplement, chose qui avait... Voilà, j'ai payé, si je donne 1 million à mon enfant, j'ai payé des droits sur ce qui dépasse 100 000. Donc, ça rentre dans le patrimoine du donataire à un prix, s'il le vend à ce prix-là. Voilà. Alors, il y a eu... Par contre, on est d'accord que ça peut être du coup un bon outil de transmission, oui, comme d'autres. Oui. C'est qu'au final, si je le retirais pour après le donner à mon enfant, j'allais être imposé et fiscalisé. Là, en l'occurrence, je permets de retirer cette fiscalité-là, même si je vais payer une fiscalité. Alors, si on est en dessous des 100 000, c'est bon. Au-delà, je vais payer en fiscalité sur les droits de succession, mais avant, ça me permet quand même de purger une partie. Alors, il y a une incohérence, juste... Anthony, si tu me regardes, ça te fera plaisir que j'en parle. Il y aurait une incohérence entre un texte du BOFIP et les imprimés fiscaux. Les imprimés fiscaux vont dans le sens de ce que je viens de te dire. Le BOFIP, quand on le lit, il manque de cohérence là-dessus. Ce qui me laisse penser que malheureusement, les gens qui écrivent les lois aujourd'hui et qui les traduisent en texte, en interprétation fiscale, nous montrent une perte de compétences régulière. On l'a vu il y a quelques années sur le pacte Dutreil. C'était catastrophique. On a une proposition de rectification du pacte Dutreil il y a 4 ans. Enfin, c'était du charabia. Je me demandais, est-ce que le rédacteur se rend compte? Est-ce qu'il comprend ce qu'il écrit? Tu viens de rebouger de là, d'ailleurs. Oui, mais c'est pas fini. On est en France, hein, la stabilité fiscale, c'est la règle. Et donc, en fait, tu te rends compte qu'on a une rédaction des lois et des commentaires de lois fiscales qui sont de moins en moins qualitatives. Et donc, tu vois, on arrive à des cas de figure où, aujourd'hui, sur quoi je m'adresse, sur quoi je me base? Je me base sur l'imprimé qui me permet de déclarer. Et donc, même si le BOFIP, il y a une interprétation qui est un petit peu différente. Donc, si vous avez des donations à faire, ne tardez pas, parce que c'est l'occasion d'en profiter. On peut donner du Bitcoin, on peut donner des cryptos. On peut le donner en pleine propriété, on peut le donner avec une réserve d'usufruit. Ceci étant, si vous commencez à donner un portefeuille DeFi en nue propriété, faut bien bosser dessus. C'est pas impossible, mais il faut bien bosser le sujet avant. Ouais. Les notaires ont été plutôt réticents sur la matière. Nous, on en a aidé pas mal en 2025 à faire et on a monté tout un service d'accompagnement des notaires qui voulaient faire des donations et d'autres choses. Et aujourd'hui, les notaires se forment, puisque moi je fais maintenant partie de l'équipe de formation de l'INAFON, qui est un des instituts qui forme les notaires. Et avec un notaire, on part en duo et on va faire un certain nombre de dates en France. On a une grande tournée, on fait la tournée des Zéniths de France. Pour former tout le monde. Voilà. Non, c'est de l'humour. En fait, on ne fait malheureusement que quelques chambres des notaires. et quelques chambres des notaires en espérant qu'ils seront nombreux. Et là-dessus, on fait des donations. Mais il y a aussi surtout un autre truc, c'est qu'il faut prévoir des choses si jamais il nous arrive quelque chose. Donc, il y a les mandats à effet posthume, si je ne suis plus là, les mandats de protection future, si je perds temporairement mon jugement, les testaments et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on va rejoindre les questions d'après, c'est comment on fait pour remettre la main sur les cryptos. Ouais, c'est dans le cadre d'une succession, en fait. Comment je vais faire pour récupérer alors, je pense que quand on est sur une plateforme, entre guillemets, du Binance, crypto.com ou autre, il doit y avoir des systèmes qui sont mis en place par ces plateformes pour récupérer la partie crypto. Je veux bien que tu me détailles un petit peu ça. Mais surtout, quand on avait ce fameux cold wallet, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la seed-phrase, je la stocke chez mon notaire, je la mets dans le testament? Comment ça fonctionne, cette partie succession? Je ne pourrais pas tout dire aujourd'hui, mais je vais vous donner quand même quelques éléments. D'abord, quand vous avez une succession, allez appeler une plateforme qui ne parle qu'en anglais et dont le mode spécifique et privilégié de fonctionnement est le chatbot. Bon courage. Donc ça, c'est une réalité. Et ils n'ont pas des services dédiés, ce qu'ils doivent avoir de plus en plus le cas, non? Oui, ça c'est en théorie. Ouais, ça, la pratique, c'est toujours plus compliqué. La pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Puis de toute façon, quel intérêt ils ont, puisqu'il n'y a pas de loi qui les oblige à rendre les actifs sous un tel délai, ainsi de suite. Donc, pour une donation, on n'allait pas faire une donation démembrée avec des actifs sous Kraken ou sous crypto.com. Hein. Oui. Les démembrements, ils ne connaissent pas. Ouais, donc là, c'est pour ça que beaucoup de donations se font avec du cold wallet. Parce que là, au moins, on est acteur de la transaction.
Donc là, le cas présent, c'est qu'il y a normalement des services dédiés, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on peut se retrouver aussi avec le cas des cold wallets. Donc là, on va pouvoir appliquer sur les portefeuilles qui sont détenus directement par les gens qui ont de la crypto à différentes stratégies. Je ne vais pas les expliquer ici pour des questions de sécurité, mais je vais les expliquer dans l'esprit. Le but, c'est que on puisse, d'une manière décentralisée, stocker une information un certain temps pour qu'au jour du décès, le notaire qui va faire la succession puisse, dans un premier temps, connaître les actifs et au moment où les héritiers sont tous réunis, eh bien, on puisse réunir les éléments du Lego qui permettent d'accéder aux cryptos. Très bien. Le notaire a interdiction de détenir la clé en entier, et c'est déconseillé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la capacité d'être PSAN ou CASP. Seuls les PSAN ou les CASP peuvent détenir la clé privée du client. D'accord. Binance détient la clé privée si on a un compte chez eux. Bon, donc là, ce qu'il faut, c'est qu'au jour de l'ouverture de la succession, le notaire ait une partie des éléments, la famille ait une autre partie des éléments, et tout le monde se retrouve, et là, on peut avoir un accès au crypto. Et là, on peut avoir un accès. Voilà. Donc, mais plusieurs autorisations différentes. Voilà. Et donc, il y a différentes manières d'organiser ça. On peut le faire ça avec la multisignature. Nous, on sait le faire sur la multisignature en environnement Ethereum. On le sait le faire sur la multisignature en environnement Bitcoin natif. On sait le faire de manière à l'ancienne, avec différentes manières de faire. Et il y a des solutions qui sont en train de sortir par rapport à ça. L'idée, c'est que le décès puisse amener la révélation d'un certain nombre d'éléments. Et il ne faut pas oublier une chose, il y a un truc qui est tout con, mais un coffre dans une banque qui détient une seed, ou la partie d'une seed, c'est pas idiot. Pas une clé, hein, parce que la clé, on peut en avoir besoin pour faire des transactions. Mais une partie de seed dans une banque, c'est pas idiot. Pourquoi ? Ou une seed dans une banque, parce que on n'a pas une immédiateté. Si on doit attendre 2-3 jours pour aller la récupérer, c'est pas très grave. Mais en tout cas, elle est dans un milieu sécurisé. Et on sait qu'on la perd pas et qu'on pourra la retrouver. Mais attention, on ne met pas qu'une seed en une seule fois à un endroit. On essaie d'avoir plusieurs seeds et de faire des choses intelligentes. Et on travaille pour ça. 2 coffres dans 2 banques. Mais j'ai pas toujours et on travaille pour ça avec des spécialistes. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on est ? On est des agrégateurs de solutions. Nous, on fait payer un conseil à un client pour lui amener un maximum de solutions. Ouais, de l'architecture. Donc, je ne suis pas concurrent de ci ou de ça. Moi, ce qui m'importe, c'est de quoi mon client a besoin. Et en fonction de son besoin, je vais lui amener quelque chose d'adapté et de sécurisé. Très bien. Au niveau de la valorisation au décès, oui. Ça se valorise comme un actif traditionnel, les cryptos. J'ai 500 000 en crypto, on le valorise comment ? Alors, imaginons que j'ai mon père qui décède au 24 décembre 2017. Veille de Noël. Voilà. Bitcoin est à $17 000. Et la succession s'ouvre, Bitcoin est à 4 000 ou 5 000 $. Enfin, je dois régler ma succession 6 mois plus tard et le Bitcoin est à 4 000 $, parce qu'on a 6 mois pour régler une succession en France. Et donc, le problème, c'est que je suis obligé de rentrer à la succession le prix au jour du décès. Je n'ai pas de moyenne mobile sur 30 jours comme dans les portefeuilles actions. C'est au jour du décès. Donc, autant vous dire qu'il y a un vrai sujet de connaissance du montant des actifs pour le notaire au moment de l'ouverture de la succession et de leur nature. Donc, nous, dans le service qu'on apporte au notaire, on apporte dans tous les services une photo du portefeuille. C'est-à-dire que le notaire sait que ces actifs sont détenus en plateforme, en direct. Quel est le type d'actif, la liquidité, la volatilité, et dans les versions les plus abouties de l'accompagnement, il a un petit outil qui lui permet de savoir en permanence le montant du portefeuille. Il travaille sur le dossier, un clerc travaille sur le dossier, il sait que le portefeuille vaut tant aujourd'hui. Et puis il travaille 15 jours plus tard sur le dossier, il sait que le portefeuille vaut tant. Comme ça, quand il fait ses partages, il le sait. Il peut tout de suite, d'accord. Ce qui veut dire que si on se voit avec le notaire 15 jours après le décès, à l'ouverture de la succession, et du testament et ainsi de suite, ou une semaine après, et que là on a eu accès aux cryptos, eh bien on peut avoir prévu le mandat à effet posthume. Et dans le mandat à effet posthume ou l'exécuteur testamentaire, on dit voilà, telle personne morale, Montaigne Conseil par exemple, aura pour mission de sécuriser le portefeuille au décès.
Et donc, Montaigne Conseil va faire quoi? Il va peut-être céder l'ensemble des actifs pour les mettre sur des stables, dollars, or, Pour être sûr que ça bouge pas euros, pendant ainsi de cette suite. partie-là. Et pendant la succession, tu ne te retrouves pas avec une peau de chagrin à un moment donné où tu dois payer sur un montant qui est 5 fois plus élevé. Ok. Voilà. Donc il faut prévoir, il faut anticiper le. Et sur la partie assurance vie, parce que c'est vrai que c'est un outil qui est pas mal utilisé, c'est vrai. Assurance vie en France, patron de la CPR s'est exprimé il y a un peu plus d'un mois, c'est niette. Pas de crypto en sur français, les assurances. pardon, il a dit c'est non, pardon. Il a dit c'est non, parce que par les Russes, c'est pas bien vu. Donc, non, il a dit non. Non. Et puis, moi vivant, il n'y en aura pas. Et les assurances vie luxembourgeoises? Alors, sur les assurances vie luxembourgeoises, c'est bien différent. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain niveau, tu as 4 types de caractéristiques. Tu es A, B, C ou D en termes de profil d'assurance vie luxembourgeoise. Et donc, en fonction de ce profil, tu vas pouvoir avoir accès à certains actifs. Donc, tu peux trouver des ETF Bitcoin dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois. D'accord. Aujourd'hui, ce qu'on n'arrive pas à avoir dans un actif luxembourgeois, c'est de l'or physique, par exemple, ou de l'argent physique. Donc, de même manière, tu peux, à ma connaissance, ne pas avoir de Bitcoin détenu en physique. Virgule. Mais dans un contrat... toujours un proxy. Non, tu vas voir. Non, mieux que ça. Ça, c'est la première fois que je le dis. Voilà. Mais dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, tu peux détenir des parts de sociétés non cotées. D'accord. Donc, tu peux créer une SOPARFI, une société en participation financière ou une société luxembourgeoise ou autre. Qui détient ton Bitcoin. Qui détient ton Bitcoin. Alors, exclusivement, entre autres, moi je pense que ça sera entre autres, mais qui détient ton Bitcoin. Par exemple, une société qui détient des actions de mine d'or, qui détient un immeuble et qui détient des Bitcoins. Et dans ces cas-là, elles sont logées dans un contrat d'assurance vie. Et là, parfait. Ah, très bonne idée. Donc tu te fais ton petit une holding avec différentes. C'est beau, on le note et on le mettra à disposition. Alors bien sûr, c'est pas pour Madame Michu, désolé. Il faut un tout petit peu plus. Il faut un certain niveau. Mais c'est à partir d'un certain niveau de patrimoine, on peut faire des trucs qui sont sympas. Ouais, c'est super intéressant. Ça te permet en plus de. Et ta société, bien sûr, c'est en détention directe si tu l'as souhaité, avec une multisignature et avec des fusibles de withdraw. C'est-à-dire pour le retrait, il faut 72 heures pour la. Tu vois, tu mets une multisignature où tu fais qu'entre deux signatures, il doit se passer 72 heures. Oui, tu vois. Ça... Donc tu fais une signature, par exemple 3 sur 4 ou 2 ou 3 sur 5, et dans lesquelles tu as 3 personnes qui peuvent signer sur 5 qui existent, et entre chaque signature doit se passer 72 heures. Bon, autant te dire qu'on t'a retrouvé. Si on t'a enlevé, on t'a retrouvé, il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de problème. Ils ont trouvé, voilà. Ah, très bien. La plupart d'ailleurs des gens qui ont des gros portefeuilles sont des portefeuilles qui sont gérés comme ça. Oui, tu as la multisignature. La multisignature avec du délai. C'est-à-dire que tu ne peux pas retirer. Oui, tu ne peux pas tout faire d'un seul coup. Bien sûr. Voilà. Tu peux, pour un certain montant, tu as besoin d'avoir un délai de temps. Ouais, tout à fait. Superbe. Voilà. On a pas mal d'infos sur la transmission. On a une exclue. On sait comment intégrer du Bitcoin en assurance vie luxembourgeoise indirectement. Et alors, je vais t'apporter un petit complément, c'est que dans le PER, il y a 2 PER, le plan d'épargne retraite, il y a un PER bancaire et assurance. Oui. Et dans les 2 PER bancaires que je connais en France, dont un qu'on a en commercialisation, tu peux avoir des ETP Bitcoin. Alors, c'est les ersatz d'ETF. Oui. Donc, tu peux avoir du Bitcoin de manière indirecte dans un plan d'épargne retraite. Et dans ces cas-là, tu épargnes en économie d'impôt, puisque c'est déductible. Oui, c'est déductible. Mais en tout cas, les ETP, tu ne peux pas les avoir dans un contrat d'assurance vie? Écoute, pour l'instant, j'ai pas d'assureur qui m'a proposé. Ah ouais, il n'y a aucun assureur qui propose une expo. Mais bon, peut-être que suite à cette communication, un va me contacter. Ça viendra et ils proposeront là. Ouais, parce que je pensais qu'il y en a. D'accord. On passe au cas pratique. Oui. 3 cas. Oui. 3 cas pour toi qui vont potentiellement résumer un petit peu ce qu'on s'est dit sur cette partie un peu technique. Le holder longue durée, le trader actif et la succession mal anticipée, qui va revenir un petit peu sur les points qu'on vient de traiter. Holder longue durée, j'ai un client, il est cadre supérieur, il a acheté des bitcoins en 2017, donc il y a longtemps. Aujourd'hui, ça vaut beaucoup d'argent, près de 800 000 €, on va dire. J'ai une TMI à 41. J'ai rien fait. Bon, j'aimerais bien que ce soit moi, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont tes étapes? Comment tu le traites? Soit c'est quelqu'un qui est en détention directe. C'est quelqu'un qui a acquis en 2017, qui a transféré sur un portefeuille froid et qui détient depuis sur un portefeuille froid.
Qu'est-ce qu'il doit déclarer? Eh ben, déjà, rien. Aujourd'hui, on n'a pas d'obligation de déclaration. Parce qu'il n'a rien sorti, il n'y a pas de plus-value, c'est ce qu'on a dit. Peut-être que demain, il y a une obligation de déclaration, on verra comment le texte est rédigé, mais à mon avis, s'il est rédigé à l'arrache, très mal, bon, on trouvera des moyens pour essayer de contourner ça, parce qu'en fait, l'important, c'est de donner le moins d'informations possible, pour sa sécurité toujours. Donc là, rien à déclarer. Si par contre, c'était sur une plateforme, là, le premier conseil que je donne... On déclare la plateforme, tout de suite. Non. non, avant toute chose, D'accord. on sort les actifs de la plateforme, quelle qu'elle soit. On sort tout. Ok. En 2022, on a commencé sur ce marché vraiment à avoir des gros portefeuilles. La première chose qu'on a fait sur toute la partie de 2022, c'est d'enlever les actifs des plateformes. Pour éviter les fameux FTX ou les problèmes. Il y a eu 0 de nos clients qui ont été, il fallait 0 euros ou 0 $ perdus sur FTX par nos clients parce qu'on a sorti tout. De toutes les plateformes, parce que FTX c'est la plus grosse, c'est connu, mais il y en a d'autres qui ont perdu aussi. Donc, si tu veux, il faut retenir une chose, la première des choses qu'on va dire, c'est pas de déclarer, bien sûr qu'on va dire déclarer, mais c'est de dire, sortez des plateformes, apprenez la self-custody, et on sait mettre en place des choses très sécurisées par rapport à cette self-custody. D'accord. Voilà. Donc, étape 1, si j'étais sur une plateforme self-custody, si je l'étais déjà, on déclare rien, et après, comment je fais pour déclarer? Alors après, c'est très simple. Après, plus-value, est-ce que je le fais en plusieurs fois? Attention, si jamais après j'ai prévu de déclarer cette plus-value, ben, je sais combien j'ai de plus-value à déclarer. Et à ce moment-là, il faut savoir que quand je vends, j'ai un cercle vicieux qui se met en place, parce que quand je vends, imaginons 200 000 pour m'acheter un appartement au bord de la mer, eh bien, je vends 200 000, ces 200 000 me créent de la plus-value, donc je dois sortir plus pour payer cette plus-value, mais le plus que je sors fait de la plus-value, et donc je dois prévoir plus par rapport à ça. Donc il y a un calcul itératif. Donc on fait ce calcul pour savoir exactement combien on doit sortir pour... Voilà. D'accord. Ça, voilà. Et donc, on calcule cette partie-là. Et ça, c'est une première des choses. On a une deuxième chose, c'est qu'on a des gens qui nous disent, bon, voilà, j'aimerais sécuriser un peu mon Bitcoin, donc je vais vendre. On dit, attendez, le but, c'est quoi? C'est que vous voulez récupérer du cash ou vous voulez sécuriser? Je veux sécuriser. Petit 1, si tu veux sécuriser, petit 1, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, on va faire un swap, on va faire un échange crypto-crypto. Pas de déclaration. On passe pas, on vend pas tout de suite. Très bien. Une fois que j'ai fait cet échange crypto-crypto, il me dit oui, mais j'aurais bien quand même de cash. Alors, est-ce que c'est du cash qui est définitivement sorti du patrimoine ou est-ce que c'est un cash qu'on peut rembourser un peu plus tard? Un peu plus tard, si on est dans un autre pays, par exemple. On ne sait jamais. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un prêt lombard sur un actif stable ou Bitcoin. Et avec ce prêt lombard, on va avoir besoin du cash temporairement. La loi est passée au 1er mai 2025 et on n'est pas taxé quand on fait un prêt lombard sur du Bitcoin ou sur une crypto. Et je vais répondre temporairement à mon besoin de cash par rapport à ça. Voilà ce que je peux lui proposer par rapport à du cash, par rapport à de la sécurisation. S'il dit non, moi je veux vendre mon portefeuille parce que c'est bon, j'ai pris mon risque, maintenant je veux récupérer rien. Donc, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu veux faire des donations? Est-ce que tu es marié? Tu peux faire une donation à ta femme. Est-ce que tu es marié? On peut mettre les bitcoins s'ils sont propres en commun pour doubler les abattements de donation. Enfin, il y a tout un tas de stratégies. On applique toutes les stratégies patrimoniales qu'on a l'habitude d'appliquer sur d'autres patrimoines. Très bien. Voilà ce premier cas. Il devrait pouvoir s'en sortir. Le trader. J'aime bien ce cas-là. C'est à partir de quel moment on va qualifier sur cette partie pro. En gros, un client, il fait un peu plus de 2000 transactions par an. Il génère quand même, on va dire, 80 000 € de gains annuels. Il travaille sur plusieurs plateformes. Il fait ça depuis 3 ans. Et il voudrait quitter son emploi. Est-ce qu'il a un risque de requalification qui est élevé? Qu'est-ce qu'on lui recommande? Est-ce qu'il doit monter une société du coup pour le faire? Quelles sont les recommandations pour quelqu'un comme ça? Le risque de requalification, il est énorme. Ouais. On en a parlé en introduction. Là, il quitte son boulot, il fait que ça. Il est typiquement dans le cas d'un gars.
quelqu'un qui détiendrait un gros portefeuille et qui ferait du Lido, tu vois, un mec qui a 800 hectares et qui fait du Lido, puis il fait des nœuds et tout ça, qui prend du staking, ça se défend à l'administration fiscale, tu vois. Parce que ça lui prend pas de temps et il fait fructifier son patrimoine, mais c'est Voilà. pas son métier. Un mec qui fait du mining délégué, pareil, tu vois. Là, dans le cas présent, c'est chaud. Donc, le problème souvent, c'est qu'il a déjà mis des capitaux importants. C'est un gars qui a mis souvent les 50 000, 60 000 au total, qui a connu le DeFi Summer, et donc il se retrouve avec des 300, 400. Là, on va dire que s'il fait 80 000 euros de gain, il a un portefeuille entre 500 et 800 000 euros. Et donc, le problème, c'est que lui, il se retrouve typiquement en pro. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On dit, voilà, tu continues en pro, tu te fais choper, ça coûte tant par an. Tu cherches une alternative, tu délègues ton portefeuille complètement à quelqu'un qui a un truc, une société qui capitalise, qui sera moins bon que toi, mais qui va quand même faire un rendement, ça va te rapporter tant. Et là, tu n'es plus pro. Et là, tu peux. Parce que tu as délégué tout à fait. Et troisièmement, tu veux faire ça parce que tu penses que tu es capable de faire 2 fois plus que le fonds auquel tu vas donner tes fonds. Et bien dans ces cas-là, on calcule combien ça coûte de céder la partie que l'on veut amener à une société. On va amener à une société des cryptos. Donc si on amène les cryptos, on va payer une plus-value. Et par contre, on fait ça à l'intérieur d'une société. Et donc, c'est la société qui va devenir l'activité principale. Je vais être à l'impôt sur les sociétés. Donc, jusqu'à 42 000, je vais être à 15%. Et puis, au-delà de 42 000, je vais être à plus sur l'IS. Et après, comment je me rémunère, et ainsi de suite. Donc, en fait. Là, comme une société traditionnelle. Exactement. Et donc, souvent, la solution, ça ne va pas être une solution. Oui, c'est ça va être qu'est-ce qu'on va faire et comment on va construire ta solution, qui va être peut-être le mélange de 3 choses. Voilà. Est-ce que tu prends ton risque? Est-ce que tu délègues? Voilà. Ou à y être, de toute façon, on ne garde pas le statut pro-indépendant. S'il continue à prendre son risque et je ne peux plus le suivre. Ouais, tout à fait. Parce que si moi je suis dans la complicité de blanchiment de fraude fiscale, je n'y vais pas. Moi, je dis une fois que les gens doivent se mettre en règle. Si je le dis une deuxième fois, je suis complice. D'accord. Donc, je dis qu'une fois. Ouais. On dit après, il choisit. Ok, très clair. Je ne vais pas garder comme client. Troisième cas, succession mal anticipée. Décès d'une personne et on découvre qu'il détenait des cryptos, notamment sur un cold wallet et potentiellement un peu sur Binance si tu veux. On n'a pas le code et on le découvre après. Dans ces cas-là, on fait comment? On est mal. Alors, déjà, même Binance, ça ne va pas être simple. Heureusement, oui, comme tu le disais, il faut appeler. Heureusement, ils ont en France des gens avec qui on va pouvoir s'entendre et on va pouvoir faire le nécessaire. Et ça prendra un peu plus de temps, mais bon, Binance, tu lui dis quoi? Envoyer quoi? T'as la maturité. Est-ce que le notaire peut dire bon, en fonction du portefeuille, je voudrais que vous vendiez ça, ça et ça pour me renvoyer du liquide? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Tu vois? Donc, il faut déjà une analyse de ce qu'il y a sur Binance. Okay. N'oublions pas que Binance a la fâcheuse habitude de donner un rendement quotidien. Tu vois, moi, j'avais testé des trucs sur Binance, je me retrouvais avec 365 transactions correspondant à du revenu quotidien, tu vois. Donc, sur les tout petits montants. Pour le fichier Excel, c'est sympa. C'est simple, 3 mois de formation DeFi, 1200 transactions en 2021. Donc, tu vois. Ouais. Donc, petit 1, il faut analyser ce qu'il y a sur Binance et voir quelles décisions on prend. Donc, premièrement, ça va être de l'analyse. Et après, avec eux, on va trouver peut-être une adresse cold wallet ou les enfants qui ouvrent. Mais si c'est des mineurs, ils ne peuvent pas ouvrir de compte, tu vois. Donc, tout ça, c'est des cas bien pratiques. J'ai des mineurs, ils ne peuvent pas ouvrir un compte Binance. Donc, c'est obligatoirement le cold wallet. Mais si tu veux que les enfants aient des choses à leur nom, c'est des cold wallets. Et ensuite, tu vas avoir toute la problématique qu'on a déjà eue. Voilà, monsieur de Froissart, c'est une notaire qui m'appelle, elle dit voilà, on a une suspicion de crypto sur le portefeuille de ce client. Donc, on est allé donner un certain nombre d'éléments à aller chercher. Donc, on a une liste d'éléments en disant allez chercher ça, 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 ça et ça. Et donc, en fonction de ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on a trouvé sur ce cas de figure? On a trouvé des virements chez Coinbase. Coinbase nous a transféré les adresses de sortie. Qui était un cold wallet. Les adresses de sortie.
Et puis ensuite, on a demandé aux héritiers, écoutez, prenez les carnets de tout ce qui peut être un peu secret de votre père et regardez des mots qui ressemblent à des mots qui sont de cette liste-là. Tu sais, là, dans le Bitcoin Improvement Proposal 39, tu as tous les mots. Alors aujourd'hui, quand c'est Ledger, c'est en anglais, mais à l'époque, tu avais toutes les langues, y compris le latin. Et donc, tu as... donc, ils ont effectivement trouvé 24 mots. Donc, on est arrivé avec une clé. On a mis les 24 mots. On a récupéré 1,20 Bitcoin dans ce cas de figure. Bon, ils ne sont pas dit non, hein, c'est toujours ça. Et, mais on a donné tous les éléments à chercher et on n'a pas à trouver. Et alors, en fait, si tu veux, surtout, ce qui est très, très intéressant, c'est que pourquoi on a demandé à Coinbase les adresses d'envoi? Parce que on va faire la cartographie. C'est ça qui est chouette avec la blockchain. Les gens ne se rendent pas compte, c'est que tu as une adresse d'envoi. Et bien, une fois que c'est cette adresse-là, tu as ton arbre de transactions. Tu peux tout et tu vas retrouver l'ensemble des transactions. Moi, j'ai des gens qui nous ont fait analyser des portefeuilles, on a retrouvé des portefeuilles oubliés, des transactions oubliées, tu vois. Et donc, tu as ton arbre, et avec ton arbre, tu sais très bien, finalement, où tout est allé. Ouais, donc tu arrives à récupérer. Et puis, si c'est perdu, de toute façon, c'est perdu. C'est un don à la communauté. C'est un don à la communauté Bitcoin. Merci d'avoir donné à la communauté Bitcoin des Bitcoins, c'est gentil. On est très touchés. Et il y en a eu. Ah bah oui, il y en a eu. Et il y en a qui seront volontaires. J'en connais qui m'ont dit, moi, quand je décède, non, je veux que mes Bitcoins... Je veux que ça reste. D'accord. Ça reste. Ok, intéressant. Troisième partie. Et la dernière, les coulisses. 3 points, l'erreur systémique, le cas le plus improbable que tu aies connu et le conseil que personne ne donne. On va commencer par l'erreur systémique. Quelle est l'erreur que tu vois chez presque tous les clients crypto et que tu te dis, faut que je la donne parce qu'il faut arrêter de faire cette erreur-là? Bon, je n'ai rien contre Binance, je n'ai rien contre les plateformes. Mais 6 mois avant le crash d'FTX, qui me parlait de la fragilité d'FTX? Si vous avez décidé d'investir en crypto, c'est pour une question de souveraineté. Bon, si c'est pour du jeu, ne m'écoutez pas. Mais si c'est pour les qualités des crypto-actifs, c'est pour des questions de souveraineté. Comment voulez-vous laisser les clés du coffre à quelqu'un si vous voulez être souverain sur votre patrimoine? Et en fait, vous voulez une certaine praticité et vous êtes prêt à trahir la promesse de Bitcoin. C'est pas cohérent. D'accord. Donc, première des choses, si vous voulez faire autre chose que du trading, videz vos de toute façon, il y a un énorme mouvement qui est en train de se passer. Il faut savoir que les plateformes sont en train de se vider de leur Bitcoin. C'est clair. Eh bien, faites-le. Voilà. Pourquoi? Parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et si vous avez du Bitcoin pour cette question de souveraineté, si demain vous ne plaisez pas à votre gouvernement, si demain vous êtes pris dans quelque chose où vous êtes innocent mais on vous croit coupable, vous ne mettrez plus la main. Enfin, c'est centralisé. Ça ne sert à rien d'avoir du Bitcoin sur Binance. Oui, parce qu'on va vous le piquer. D'accord. Enfin, vous ne pourrez pas remettre la main dessus. Pour moi, c'est la plus grosse des erreurs. Ça, c'est l'erreur que tu vois partout. Voilà, partout. Et donc, si vous voulez faire du trading en day-to-day, à ce moment-là, bien sûr, il vous faut une plateforme pour faire du trading. C'est évident. Mais ce n'est pas la même chose. On n'est pas sur des détentions long terme patrimoniales. Voilà. Et moi, mes clients font de la détention long terme, l'acquisition de patrimoine. Donc, ça ne se passe pas par rapport aux plateformes. Ou alors, quand on fait une plateforme, on automatise directement l'aller-retour. J'envoie des fonds et dans les 2 heures qui suivent, je récupère avec les privés. Pour faire du trading, très bien. Voilà, ça c'est vraiment l'erreur basique. Il y a une deuxième erreur qui est systémique, mais qui ne concerne qu'une toute petite partie. Les gens qui n'ont pas à déclarer, ils fouettent. Ils sont complètement terrorisés par le fait de déclarer. Et ça se passe souvent bien mieux qu'ils ne le pensent. Nous, souvent, quand les jeunes viennent nous voir pour se mettre en règle, on a un maxi, un mini. Et bien, très souvent, on est au mini. Tu es au mini et pas... Et voire même un peu en dessous, parfois. Et ça se passe bien. Donc, et c'est souvent l'occasion de se remettre d'équerre. Voilà, donc, je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Faites-le. Mais non, je connais personne qui a des cryptos. Mais en tout cas, c'est un truc, on se met en règle, et puis après, c'est fait, quoi. On s'est mis en règle, et puis ça, c'est clair, et c'est clean, et tout ça. Voilà. Bon, alors, bien sûr, aujourd'hui, il y a la question des données personnelles. Est-ce que je veux les transmettre à l'administration fiscale? Il
faut savoir que quand vous donnez, vous déclarez, ben, il y a différentes manières de faire et souvent, je pense qu'on peut être prudent et être en règle. D'accord, Voilà. très bien. Lequel plus improbable pour toi qu'elle t'ait eu à faire face? Je rencontre, par les hasards du calendrier, quelqu'un qui a miné en 2010, qui a miné du Bitcoin en 2010. Ça se faisait sur un ordi à l'époque. Il a miné du Bitcoin en 2010 et il veut rester full Bitcoin. Il est résident américain, il est toujours aux États-Unis et il vient nous voir parce qu'il va rentrer en France. Et il nous pose la question de qu'est-ce qu'il doit faire parce qu'il est très embêté d'avoir tout ça. Parce que ça fait quand même beaucoup de Bitcoin. Oui. Et on regarde le sujet, toujours avec mon compère Dominique, et on se rend compte de quoi? Que le minage n'est pas imposé aux États-Unis et les produits du minage Bitcoin ne sont pas imposés aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on lui propose? Résident fiscal américain, tu vends tes Bitcoins, tu traverses l'Atlantique, tu es résident français, tu rachètes tes Bitcoins. Donc le mec, il vend une somme très confortable, très conséquente avant de prendre l'avion. Super. Il a sa résidence fiscale en France. Juste dès qu'il a sa résidence fiscale en France, il rachète ses bitcoins. Il a toujours son patrimoine bitcoin. Plus-value totalement purgée. Plus-value totalement exceptionnelle. Purgée. Voilà. Beau cas. Le cas le plus exceptionnel que j'ai eu. Super. Voilà. Et c'est un conseil à, globalement, c'est un conseil à, ouais, on dépasse largement le million. Là. Ouais. Tu vois, voilà. Dommage que les honoraires ne soient pas proportionnels dans ce cas. Voilà, on ne comprenne pas. Et dernier point, le conseil que personne ne donne. Pour toi, est-ce qu'il y a un conseil contre-intuitif méconnu que tu donnes systématiquement à tes clients crypto? Eh bien, le conseil que personne ne donne, ça concerne le dollar cost average ou DCA. Tu sais que quand on a un actif qui est volatile, comme des actions par exemple, il est souvent prévu d'acheter en plusieurs fois. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu me dis, est-ce que j'achète du Circle ou du Coinbase en action, hein? Je te dirais, c'est pas très élevé, je sais pas si ça va monter ou ça va descendre, achète en 3 fois. Bon, eh bien, plus un actif est volatile, plus on l'achète régulièrement. Il y en a qui achètent avec ça du MSCI World, ainsi de suite. Bon, vous voulez du Bitcoin, vous voulez vous constituer un patrimoine en Bitcoin, achetez. Réfléchissez pas, achetez. Commencez pas à chercher le moment pour acheter. Achetez toutes les semaines, un peu, de manière régulière, que ça monte, que ça descende, achetez. Comme ça, tu as ton prix moyen d'achat. Et ça va rentrer dans votre patrimoine. Et vous ne poserez jamais la question de savoir si c'est haut, si c'est bas, achetez. Vous déterminez juste si vous achetez sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et vous n'arrêtez jamais d'acheter. Simplement, si jamais vous êtes dans une base, vous voyez que le cycle descend, vous pouvez acheter plus, mais surtout, n'arrêtez pas l'achat, parce que cet achat que vous faites, il va en fait vous permettre de ne plus vous poser de questions sur l'adoption de Bitcoin dans votre patrimoine. Et comme Bitcoin est un actif extrêmement rare, et il y a vraiment Bitcoin et les cryptos, je précise bien qu'il y a quelque chose de très différent entre Bitcoin et les cryptos, eh bien, je ne vais pas vous proposer d'acheter régulièrement du palladium, je vous propose d'acheter régulièrement de l'or. Et bien là, c'est pareil. Je ne vous propose pas d'acheter régulièrement du Solana, je vous propose d'acheter régulièrement du Bitcoin. Et ne vous préoccupez pas du prix. Achetez régulièrement. Quel est l'élément qui va faire en sorte qu'on arrête? C'est quand il y a un changement de fondamental majeur sur Bitcoin. Demain, on me prouve que l'informatique quantique peut hacker Bitcoin. Bon, c'est pas demain la veille. Demain, on me prouve que les banques centrales arrêtent d'émettre de la monnaie et qu'il n'y a plus de déficit. Les États ont tous des budgets équilibrés. Alors là, peut-être Bitcoin va trouver moins de gens qui vont vouloir en acquérir. Voilà, des choses comme ça qui sont des changements majeurs, des changements fondamentaux. Pas de changement fondamental. Voilà. Super. Merci Louis-Alexandre. Je pense que c'est bien plus clair pour pas mal de conseillers. En tout cas, pour moi, ça m'a permis de me remettre à niveau et de pouvoir savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et comment interpréter quand il y a besoin. Est-ce que tu recommandes quelques ressources
qui peuvent Oui. être utiles à nos auditeurs? Ceux qui ne l'ont pas vu, je dirais Le Mystère Satoshi, qui était quelque chose qui a été publié par Arte. C'est des petits épisodes qui parlent de la création de Bitcoin. C'est très très bien, c'est Rémi Forte qui a fait ça. De lire, pour ceux qui sont des gros lecteurs et qui sont capables de se prendre un gros bouquin, 2 livres. Le premier, c'est L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars, qui est très intéressant parce qu'il aborde vraiment tous les côtés de Bitcoin, y compris l'histoire et la préhistoire de Bitcoin. Et un livre qui vient de sortir, qui a été extrêmement bien traduit en français, qui s'appelle Rupture monétaire. Avant, il s'appelait Broken Money en anglais, et c'est Lynn Allen qui l'a écrit, et qui est un traité sur la monnaie. Bon, il est un peu épais, mais il est très intéressant dans toute cette... Il y a au moins les 250 premières pages qui sont très très intéressantes sur toute la problématique monétaire et toute l'histoire de la monnaie et toutes les problématiques auxquelles on est actuellement. Et puis la deuxième partie qui parle Bitcoin. Bon, après, sur les 500 pages, on va dire qu'il y en a 400 qui sont vraiment très très intéressantes. C'est pas mal. Et ça, c'est deux bouquins importants. Et après, ensuite, vous avez, je pense, des ressources comme BFM Crypto, qui a eu le mérite de rester contre vents et marées. Quand ça baissait, quand ça montait, ils étaient toujours là. Et on a de plus en plus de gens qui interviennent dessus. Moi-même, j'y interviens régulièrement. Après, on peut trouver quelques podcasts, à commencer par celui-ci, sur lequel je vous recommande de regarder d'autres personnes que moi, bien sûr. Et puis, l'important, c'est que il faut faire les 100 heures pour bien comprendre Bitcoin. C'est ce qu'on s'est dit. Et que la jeunesse est un état d'esprit. Donc, quand on apprend quelque chose dans la journée, c'est qu'on reste jeune. Parfait. Et toi, on peut te suivre où? Comment est-ce qu'on peut te contacter? Donc, on a un site internet, d'ailleurs qui est marchand même. Si vous voulez même acheter une consultation, vous pouvez la faire. Donc, Montaigne Patrimoine, le site Montaigne Patrimoine. On a une chaîne qui s'appelle Montaigne Conseil. J'ai dit au début, on a créé 2 sociétés, Montaigne Patrimoine et Montaigne Conseil. Elles ont fusionné. D'accord. Et donc la chaîne s'appelle Montaigne Conseil et le site s'appelle Montaigne Patrimoine, mais c'est la même personne, la même équipe. On est un peu plus de 3, on est 3,5 à peu près sur la partie crypto et 8 personnes sur la partie classique. Et bien sûr, les 2 parties se parlent, échangent, ce qui permet de nous retrouver. Et puis après, parfois, je monte sur scène à des événements. Conférences et des interventions. Voilà. Super. Voilà. Je te remercie encore une fois. C'était un Guillaume. vrai plaisir de faire cet épisode avec toi. Plaisir partagé. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Salut Guillaume. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. Pour ceux qui ont aimé, n'hésitez pas à le partager avec vos confrères et vos partenaires. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans un mois. Merci beaucoup.